vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences, et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Et elle est de la base même du véritable savoir humain. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Ces 5 dernières années ont été marquées par une augmentation sans précédent du nombre de satellites en orbite autour de la Terre. On commence à peine à en comprendre les répercussions, à l'heure où les débris en orbite sont déjà en tel nombre qu'un micro-impact a récemment empêché le dernier équipage chinois de rentrer sur Terre avec la capsule prévue. Une chose est sûre, le ciel nocturne est en pleine mutation. Et les astronomes sont aux premières loges pour en être témoins. Vu du sol, cette flambée satellitaire se manifeste par des traînées lumineuses sur les images astronomiques des grands télescopes, dues à la réflexion de la lumière solaire par les satellites lors de leur déplacement dans le ciel. Mais il n'y a pas que les satellites terrestres qui sont impactés. Dans un article venant de paraître dans Nature, une équipe de chercheurs montre que la prolifération des satellites a et aura également un impact très important sur les télescopes en orbite. Depuis la nuit des temps, l'humanité lève les yeux vers le ciel pour s'interroger sur sa place dans l'univers et comprendre le sens de son existence. Mais ce n'est qu'au cours des 70 dernières années que des instruments ont commencé à fonctionner au-delà de l'atmosphère de la Terre, principalement en orbite basse, à moins de 2000 km d'altitude. Le télescope spatial Hubble est depuis 35 ans l'une des entreprises les plus réussies de l'humanité dans l'espace orbital. Mais Hubble, qui orbite à environ 500 km d'altitude, partage désormais cette orbite avec des milliers de satellites de télécommunications, dont la plupart ont été lancés au cours des 5 dernières années. De ce fait, 4,3% des images prises par Hubble entre 2018 et 2021 présentent des traînées de satellites. Et beaucoup de choses ont changé depuis 2021, année où on comptait environ 8000 satellites actifs. On en dénombre aujourd'hui plus de 13 000, sans compter les débris et les satellites hors service. Jusqu'en 2019, la plus grande constellation de satellites artificiels était le système Iridium, composé de 75 engins spatiaux en orbite terrestre basse, à des altitudes comprises entre 630 et 780 km. Les émissions radio dans la bande 1621-1628 MHz des satellites Iridium ont été d'ailleurs parmi les premières sources de pollution électromagnétique spatiale à être prises en compte par les chaînes de traitement des données des observatoires terrestres. Mais ces dernières années, le nombre de satellites a explosé grâce à la réduction du coût par kilogramme de charge utile lancé en orbite basse. Le nombre de satellites artificiels a connu une croissance exponentielle depuis 2020. Durant cette période, les propositions de satellites de télécommunications qui ont été soumises à la Commission fédérale des communications, la FCC aux États-Unis, et à l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, ont été multipliées par 100. Les lancements devraient être encore plus accessibles à l'avenir, grâce à l'arrivée des lanceurs super lourds de nouvelle génération comme le SLS, la New Glenn, Starship et la Long March 9, qui devraient réduire encore les coûts de lancement et accroître la capacité de déployer davantage de satellites sur des orbites encore plus élevées. Si toutes les demandes d'autorisation auprès de la FCC aboutissent à des lancements, la Terre compterait un demi-million de satellites artificiels en orbite d'ici la fin des années 2030. Alors les premières observations des satellites Starlink en 2019 ont révélé que la lumière réfléchie par ces merdes spatiales était facilement visible à l'œil nu, perturbant les observatoires terrestres sur l'ensemble des longueurs d'onde. Leur position apparente dans le ciel changeant, ils laissent une trace lumineuse sur les images astronomiques qu'on appelle des traînées.
Le passage d'une traînée de satellites sur un objet d'observation, une galaxie par exemple, peut rendre l'observation totalement inutilisable. Même si la traînée ne touche pas la galaxie sur l'image, elle peut générer un gradient de lumière de fond, une lumière diffusée, et augmenter le bruit photonique. Pour les télescopes terrestres à grand champ de nouvelle génération, comme l'observatoire Vera Rubin, des études conservatrices supposant des constellations de 26 000 à 48 000 satellites, donc nettement moins que celles proposées actuellement, prévoyaient que 20% des images à minuit présenteront des traînées de satellites et que 30 à 80% de toutes les expositions obtenues en début ou en fin de nuit seront affectées. Les satellites en orbite basse sont détectés grâce à la lumière solaire réfléchie et sont donc principalement visibles juste après le coucher du soleil et avant son lever. Ils émettent également un rayonnement infrarouge thermique et des ondes radio. La plupart des efforts d'atténuation ont porté sur la réduction de leur luminosité par des modifications de leur conception et de leur orientation afin de les rendre indétectables à l'œil nu, c'est-à-dire une magnitude de 6 à 7. La magnitude apparente typique des satellites Starlink de première génération était de 5,1. Mais les revêtements sombres et les systèmes de blocage optique se sont révélés inefficaces pour réduire la présence de traînées de satellites sur les images astronomiques, n'entraînant qu'une légère diminution de la magnitude optique, de 4,6 à 5,9 pour VisorSat par exemple, et jusqu'à 6 pour DarkSat. Si ces systèmes réduisent l'impact visuel pour les observateurs à l'œil nu, les satellites restent très brillants pour les observatoires astronomiques. De fait, les satellites Direct to Cell, ce qu'on appelle les DTC, qui ont été récemment lancés en orbite, possèdent des panneaux solaires et un châssis bien plus grand, 125 m² contre 26 m², et sont beaucoup plus brillants que les satellites Internet classiques, jusqu'à une magnitude visible de 0 à 1 contre 4 à 6 pour les satellites traditionnels, malgré leurs orbites plus basses et donc des transits plus rapides. Et les satellites ultra brillants tels que Blue Walker 3 ont une magnitude comparable à celle des étoiles les plus brillantes du ciel. Alors pour comprendre l'impact des satellites non plus sur les télescopes terrestres, mais sur les télescopes spatiaux, Alejandro Borlaf du Ames Research Center de la NASA et ses collègues ont utilisé une base de données publique de satellites artificiels et de leurs orbites afin de simuler différents scénarios de population satellitaire futures. La taille de ces populations varie de 10 000 satellites seulement, donc moins que la population actuelle, jusqu'à 1 million, soit approximativement le nombre de satellites que les entreprises du monde entier ont déclaré vouloir lancer auprès de l'Union internationale des télécommunications. Malgré ces données, la prédiction des populations satellitaires futures est encore très incertaine, bien sûr, car il est peu probable que tous les satellites déclarés soient lancés. Les auteurs estiment à 560 000 le nombre de satellites prévus. Cela correspond approximativement au nombre de satellites figurant dans la base de données des mégaconstellations prévues. Les chercheurs ont sélectionné aléatoirement des images d'archives prises par le télescope spatial Hubble entre 2023 et 2024 et ont calculé le nombre de satellites de leur modèle qui auraient traversé le champ de vision du télescope lors de la prise de chaque image. Leurs résultats montrent que, avec 560 000 satellites, près de 40% des images de Hubble auraient montré la traînée d'au moins un satellite. De plus, Borlaf et ses collaborateurs montrent que dans un avenir où tous les satellites de leur modèle seraient lancés, les images exemptes de contamination par les satellites seraient très rares pour SphereX, un télescope infrarouge lancé en mars dernier et orbitant à environ 700 km d'altitude. Plus de 96% des images capturées par cet observatoire spatial présenteraient au moins une traînée. Les auteurs ont également étudié 2 autres futurs télescopes spatiaux en orbite basse. Tout d'abord Xuntian, un télescope chinois prévu en 2026, et Arrakis, un télescope européen prévu en 2030.
Les résultats sont tout aussi effarants. Le nombre moyen attendu de traînées de satellites par exposition dans ce scénario est d'environ 2 pour Hubble, 6 pour Spherix, 70 pour Arrakis et 90 pour Xuntian. Pour quantifier les impacts scientifiques qui en résultent, il est également nécessaire de comprendre la luminosité de ces satellites. Modéliser cette luminosité est complexe, car les satellites contiennent de nombreux petits éléments brillants. L'angle d'incidence du Soleil sur eux varie aussi constamment, et ils peuvent manœuvrer activement. Même si tous ces paramètres peuvent être modélisés avec précision, les entreprises satellitaires ne divulguent généralement pas leurs plans ni leurs états opérationnels. Néanmoins, Borlaug et ses collègues font des hypothèses simplificatrices raisonnables et concluent que la luminosité de cette traînée serait plusieurs ordres de grandeur supérieurs au minimum détectable. Outre la lumière solaire directe, les satellites peuvent être éclairés par la lumière réfléchie par la Terre et aussi par la Lune, et bien que leur luminosité soit environ 4 fois moindre lorsqu'ils sont éclairés par ces sources indirectes, la lumière qu'ils réfléchissent contribue néanmoins de manière non négligeable à la contamination des télescopes. Et il est également important de noter que ces évaluations ne tiennent pas compte d'une catégorie de satellites en projet conçus pour être hautement réfléchissants et fournir de la lumière solaire à la demande. Une pure catastrophe. Alors les recommandations existantes pour faire face à cette menace des constellations de satellites préconisent des modifications des satellites pour les rendre plus sombres aux yeux des observateurs, ainsi que le partage de positions et de trajectoires satellitaires précises, et puis l'utilisation de modèles et d'expériences en laboratoire pour mieux comprendre la réflexion de la lumière par les satellites, et enfin le soutien à un réseau d'observateurs pour caractériser les interférences satellitaires. Mais ça semble bien faible face à une méga-industrie. Borlaug et ses collaborateurs proposent 3 autres préconisations qui concernent plus particulièrement les télescopes spatiaux cette fois. Donc la prévention, premièrement, l'évitement et puis la correction. La prévention est liée à l'altitude orbitale. En effet, si les satellites des constellations orbitaient sous les télescopes spatiaux, le problème des traînées lumineuses serait en grande partie résolu. À noter que les orbites basses constituent également une stratégie d'atténuation relativement efficace pour les relevés optiques utilisant de grands miroirs collecteurs de lumière comme l'observatoire Vera Rubin au Chili. Alors l'évitement et la correction des interférences sont essentiels pour les télescopes terrestres et spatiaux, ce qui nécessite une archive ouverte des orbites et des trajectoires actuelles et historiques de tous les objets artificiels en orbite. Le Centre de l'Union astronomique internationale pour la protection du ciel sombre travaille actuellement à la mise en place d'un tel service grâce à l'outil de prédiction de la position des satellites qui s'appelle SatChecker. SatChecker utilise actuellement un format de données qui permet de connaître les orbites des satellites avec une précision de 1 km. Mais pour les télescopes spatiaux, les orbites des satellites doivent être connues avec une précision de 3,5 cm, car les satellites à l'origine des traînées lumineuses passent beaucoup plus près des observatoires spatiaux que des observatoires terrestres. Même si toutes ces stratégies d'atténuation étaient mises en œuvre, notre ciel serait fondamentalement transformé. Et ce, sans même parler de la pollution atmosphérique induite par tous ces lancements. Le dépôt de grandes quantités d'aluminium dans l'atmosphère terrestre pourrait en effet créer un nouveau trou dans la couche d'ozone. Et aussi sans compter les impacts des débris orbitaux, comme on l'a vu en introduction. Les risques de collision augmentent exponentiellement avec la croissance du nombre d'objets en orbite. On assiste aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle ère d'exploitation industrielle massive de l'orbite terrestre basse avec une augmentation prévue de 20 à 100 fois du nombre de satellites artificiels.
Les résultats d'Alejandro Borlaf et ses collaborateurs démontrent que, contrairement à une idée répandue, les télescopes spatiaux ne sont pas à l'abri de la pollution lumineuse due aux satellites artificiels. Des dizaines, voire des centaines de traînées de satellites apparaîtront sur les images astronomiques capturées par les télescopes spatiaux en orbite basse si les constellations de satellites annoncées deviennent opérationnelles. La meilleure mitigation de cet avenir sombre, pour l'astronomie, reste, à mon sens, l'arrêt immédiat de cette folle entreprise de méga-constellations. L'article de Alejandro Borlaf et ses collaborateurs est paru dans Nature, le volume 648, daté du 3 décembre 2025. Il porte le titre « Les méga-constellations de satellites menaceront l'astronomie spatiale ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Hein. Allez, salut. Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences, et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Elle est de la base même du véritable savoir humain. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Le 2 juillet 2025 a eu lieu un événement extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, Un sursaut gamma a été détecté sur une durée de près de 7 heures d'affilée. La plupart des sursauts gamma, les GRB, de longue durée, ne durent au maximum que quelques minutes. Alors il est probable que cet événement sans précédent annonce un nouveau type d'explosion stellaire. Selon les astrophysiciens, la meilleure explication de cette explosion est qu'un trou noir a englouti une étoile, mais ils ne s'accordent pas sur la manière dont cela s'est produit et d'autres hypothèses restent valides. Une série d'articles consacrés à GRB 250702b, c'est son nom, sont parus ou apparaître, dont celui décrivant l'émission de rayons gamma paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Détectés en moyenne une fois par jour, les sursauts gamma peuvent apparaître n'importe où dans le ciel, sans avertissement. Il s'agit d'événements très lointains. L'exemple le plus proche, connu, ayant eu lieu à plus de 100 millions d'années-lumière. GRB 250702b a été détecté par de multiples instruments en orbite. Tout d'abord, le télescope spatial Fermi, qui est le premier à l'avoir détecté, puis le télescope Swift, ainsi que par l'instrument russe Conus de la mission WIND, mais aussi par le spectromètre gamma et neutronique de Psyché, la sonde spatiale de la NASA qui est actuellement en route vers l'astéroïde 16 Psyché. Et puis enfin, par l'instrument japonais MAXI, le Monitor of All Sky X-ray Image. Le télescope à rayon X à grand champ de la sonde chinoise Einstein Probe a également détecté le sursaut en rayon X, mais il a montré qu'un signal était présent la veille. Le sursaut a duré si longtemps qu'aucun moniteur à haute énergie dans l'espace ne pouvait l'observer dans son intégralité. Ce n'est que grâce à la puissance combinée de plusieurs détecteurs spatiaux que les chercheurs ont pu suivre l'ampleur du phénomène. La bouffée initiale de rayons gamma du 2 juillet a duré au moins 7 heures, donc soit près de 2 fois plus longtemps que le plus long sursaut gamma jamais observé auparavant. Et elle comporte d'autres propriétés inhabituelles. La durée record de l'explosion de GRB 250702b la place dans une catégorie à part. Sur les quelques 15 000 GRB observés depuis que le phénomène a été reconnu pour la première fois en 1973, fameuse année, date de ma naissance, seule une demi-douzaine s'en approche. La plupart des sursauts durent de quelques millisecondes à quelques minutes
et se forme de deux manières, soit par la fusion de deux étoiles à neutrons, soit par l'effondrement d'une étoile massive une fois que son cœur est à court de combustible. Mais dans les deux cas, il se forme un trou noir. Une partie de la matière tombant vers le trou noir est donc ensuite canalisée en jets de particules compactes qui s'échappent à une vitesse proche de celle de la lumière, créant des rayons gamma au passage. Mais aucun de ces deux types d'événements ne peut facilement créer des jets capables de se propager pendant plusieurs jours, ce qui explique pourquoi GRB 250702b pose un casse-tête unique. La première localisation précise de ce GRB donc, a été obtenue le 3 juillet, lorsque le télescope à rayons X Swift a imagé le sursaut dans la constellation du Bouclier, près du plan poussiéreux et encombré de notre galaxie. Alors, compte tenu de cet emplacement et de la détection des rayons X la veille, les astronomes se sont d'abord demandé si cet événement pouvait être un type différent d'explosion provenant d'un endroit situé dans notre propre galaxie. Mais les images provenant de certains des plus grands télescopes de la planète, notamment ceux des observatoires Keck et Gemini à Hawaï, ainsi que du VLT, le Very Large Telescope au Chili, ont laissé entrevoir la présence d'une galaxie à cet endroit du GRB. Alors les astronomes se sont donc tournés vers le télescope spatial Hubble pour obtenir une image plus nette. Et les données de Hubble ne sont pas très bien résolues, mais elles pourraient quand même montrer soit deux galaxies en fusion, ou soit une galaxie, mais avec une grosse bande sombre de poussière divisant le noyau en deux parties. Alors qu'à cela ne tienne, les astrophysiciens se sont donc empressés de demander du temps d'observation avec le télescope Webb. Et on ne pouvait pas leur refuser, je pense. Et les images obtenues avec l'instrument NIRCam de Webb permettent de voir très clairement que le sursaut a brillé à travers une bande de poussière qui s'étend à travers la galaxie. Et puis, fin août, une équipe dirigée par Benjamin Gompertz de l'université de Birmingham a utilisé l'instrument NIRSPEC de Webb ainsi que le VLT pour déterminer la distance de la galaxie et aussi d'autres propriétés. La galaxie se situe à une distance de 8 milliards d'années. Ça fait loin, hein. Alors une étude approfondie de la lumière X suivant le sursaut principal a utilisé les observations de Swift ainsi que de Chandra et puis aussi de NuSTAR, le Nuclear Spectroscopic Telescope Array. Ah ouais, tous les télescopes sont mis en service de cette superbe observation. Alors les données de Swift et NuSTAR ont révélé des éruptions rapides survenant jusqu'à 2 jours après la découverte du sursaut. Et les astrophysiciens estiment donc que l'accrétion continue de matière par le trou noir a alimenté un flux sortant qui a produit ces éruptions, mais aussi que le processus s'est poursuivi bien plus longtemps que ce qu'il est possible dans les modèles de GRB standard. Les éruptions tardives de rayons X montrent que la source d'énergie de l'explosion a refusé, entre guillemets, de s'éteindre, ce qui signifie que le trou noir a continué à s'alimenter pendant au moins quelques jours après l'éruption initiale. En revanche, les données des télescopes Fermi et Swift indiquent un GRB typique, bien que, bien sûr, d'une durée très inhabituelle. Les observations spectroscopiques de Webb n'ont pas détecté d'explosion de supernova, qui normalement accompagne un GRB résultant de l'effondrement d'une étoile, bien qu'elle ait pu être masquée par la poussière et la distance. Alors on l'a dit, Einstein Probe a détecté des rayons X un jour avant le sursaut gamma, tandis que NuSTAR a enregistré des sursauts de rayons X jusqu'à 2 jours après, ce qui n'est pas du tout typique des GRB. De plus, une étude détaillée qui a été menée par Jonathan Carney de l'Université de Caroline du Nord et ses collaborateurs montre que la galaxie haute est très différente des galaxies généralement petites qui abritent la plupart des GRB résultant d'un effondrement stellaire.
Cette galaxie a une masse plus de 2 fois supérieure à celle de notre galaxie. Alors dans les 2 scénarios les plus discutés par les astrophysiciens pour expliquer les caractéristiques de GRB 250702b, un trou noir aurait englouti une étoile en environ 1 jour. Le premier scénario fait appel à un trou noir de masse intermédiaire, d'une masse de quelques milliers de masses solaires. Une étoile s'approche trop près et étirée le long de son orbite par les forces gravitationnelles et est rapidement consommée par le trou noir, un événement de disruption de marée, mais causé par un trou noir de masse intermédiaire. Et le second scénario fait quant à lui intervenir un petit trou noir de masse stellaire qui aurait été absorbé dans une étoile et l'aurait avalé rapidement de l'intérieur. Et c'est le second scénario qui est privilégié par Eliza Nates de l'université George Washington et ses collaborateurs, car si ce sursaut est similaire aux autres, la masse du trou noir doit nécessairement être plus proche de celle du Soleil. Leur modèle envisage un trou noir d'une masse d'environ 3 masses solaires, avec un horizon des événements de seulement 18 km de diamètre, en orbite autour d'une étoile compagne avec laquelle il fusionne. L'étoile a une masse similaire à celle du trou noir, mais elle serait beaucoup plus petite que le Soleil. En effet, son atmosphère d'hydrogène aurait été presque entièrement dépouillée, ne laissant que son noyau dense d'hélium, formant un objet qu'on appelle une étoile d'hélium. Dans les 2 cas, la matière de l'étoile s'écoule d'abord vers le trou noir et s'accumule dans un vaste disque, à partir duquel le gaz effectue sa plongée finale dans le trou noir. Et à un certain moment de ce processus, le système commence à briller intensément en rayons X, puis à mesure que le trou noir consume rapidement la matière de l'étoile, des jets de particules et des rayons gamma sont émis vers l'extérieur. Le modèle d'étoile à hélium fait une prédiction unique. Une fois que le trou noir est totalement immergé dans le corps principal de l'étoile, la dévorant de l'intérieur, l'énergie qu'il libère doit faire exploser l'étoile et alimenter une supernova. Mais malheureusement, cette explosion s'est produite derrière d'énormes quantités de poussière, ce qui signifie que même la puissance du télescope Webb n'a pas suffi pour voir la supernova attendue. Bon, alors les preuves irréfutables permettant d'expliquer ce qui s'est passé le 2 juillet devront attendre de futurs événements. Mais GRB 250702b a déjà fourni de nouvelles informations sur les GRB les plus longs, et ça a été obtenu en grande partie grâce à la surveillance constante de la flotte d'observatoires et d'instruments qui sont en orbite actuellement. L'article de Eliza Nates et ses collaborateurs est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 14 novembre 2025. Il porte le titre GRB 250702b, découverte d'un sursaut gamma provenant d'un trou noir tombant sur une étoile. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut! Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences, et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Elle est de la base même du véritable savoir humain. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe internationale d'astrophysiciens vient de publier dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society des preuves convaincantes que la structure de la matière qui entoure les trous noirs supermassifs a changé au cours du temps cosmique, ce qui remet en question un paradigme sur les quasars qui datait des années 60. Les quasars, identifiés pour la première fois au milieu des années 60, sont les objets les plus brillants de l'univers. Ils sont alimentés par des trous noirs supermassifs
autour desquels la matière, qui est attirée par une gravité intense, s'enroule en spirale vers l'intérieur, formant une structure en forme de disque en rotation qui finit par plonger dans le trou noir en s'échauffant de manière extrême et donc émettant un flux électromagnétique considérable dans de nombreuses longueurs d'onde et notamment des ultraviolets et des rayons X. Ce disque est extrêmement chaud en raison de la friction entre les particules de matière qui gravitent autour du trou noir. Il produit 100 à 1000 fois plus de lumière qu'une galaxie entière qui contient environ 100 milliards d'étoiles, et ce qui génère une lueur qui surpasse celle de sa galaxie hôte et tout ce qu'elle contient. On pense également que la lumière ultraviolette du disque est l'un des carburants de la lumière X, qui est beaucoup plus énergétique et produite dans les quasars. Les rayons UV, en traversant l'espace proche du trou noir, en effet sont impactés par des nuages de particules très énergétiques, une structure qui est également connue sous le nom de couronne. En diffusant sur ces particules énergétiques, surtout des électrons, les rayons ultraviolets voient leur énergie augmenter et devenir une lumière X intense. On parle de diffusion Compton inverse. Du fait de leur histoire commune, les émissions de rayons X et UV des quasars sont donc étroitement liées. Une lumière UV plus intense correspond généralement à une intensité de rayons X plus forte. Cette corrélation, qui a été découverte il y a près de 50 ans, apporte des éclairages fondamentaux sur la géométrie et les conditions physiques de la matière à proximité des trous noirs, et elle fait l'objet de recherches intensives depuis des décennies. Mais ce que viennent de découvrir Maria Shira de l'Observatoire d'Athènes en Grèce et ses collaborateurs remet en question l'universalité de cette corrélation. Il montre que lorsque l'univers était plus jeune, donc avec un redshift plus élevé, environ la moitié de son âge actuel, eh bien la corrélation entre les rayons X et la lumière UV des quasars était significativement différente de celle qui est observée dans l'univers proche. Cette découverte suggère que les processus physiques reliant le disque d'accrétion et la couronne autour des trous noirs supermassifs ont pu évoluer au cours des 6,5 derniers milliards d'années de l'histoire cosmique. Et ça remet donc en question notre compréhension de la façon dont les trous noirs supermassifs croissent et rayonnent via leur disque d'accrétion. Shira et ses collaborateurs ont exploité de nouvelles observations en rayons X du télescope spatial Hirosita et aussi des données d'archives du télescope spatial XMM Newton afin d'explorer la relation entre l'intensité des rayons X et ultraviolets d'un échantillon de quasars d'une ampleur sans précédent. Ils ont utilisé un vaste échantillon couvrant la quasi-totalité du ciel en combinant le catalogue de quasars du Sloan Digital Sky Survey, sa 16e édition, avec les données des deux télescopes X. Ce qui donne donc 136 745 quasars à différents décalages vers le rouge. La couverture étendue et uniforme en rayons X du nouveau télescope Hirosita s'est avérée déterminante, permettant à l'équipe d'étudier des populations de quasars à une échelle jamais atteinte auparavant. Les chercheurs observent une corrélation entre les flux UV à 2500 angström et X à 2 keV, mais avec une normalisation à la limite inférieure des estimations précédentes. Contrairement à la plupart des résultats publiés, ils détectent une évolution douce mais systématique avec le décalage vers le rouge. La relation s'aplatit et sa dispersion intrinsèque diminue au décalage vers le rouge plus élevé. L'évolution en fonction du décalage vers le rouge dépend de la luminosité. Tandis que les quasars les plus lumineux présentent une évolution minimale, ceux dont la luminosité optique et UV est plus faible affichent des luminosités X systématiquement plus élevées avec l'augmentation du décalage vers le rouge. De plus,
la dispersion intrinsèque de la corrélation diminue avec le décalage vers le rouge, conformément aux résultats antérieurs publiés. Alors l'évolution observée de la corrélation, si elle est d'ordre physique, suggère une modification des processus d'accrétion et de l'interaction entre les composantes fondamentales du flux d'accrétion au cours du temps cosmique. Shira et ses collaborateurs interprètent ce résultat dans le cadre du modèle de Dovtchak de 2022 et de Kamoun et al. En 2025. Dans ce contexte, le sens de l'évolution est compatible avec un disque de plus en plus dominé par la diffusion et une fraction plus importante de l'énergie dissipée qui est transférée à la couronne de rayons X. Et ça pourrait indiquer une évolution en fonction du décalage vers le rouge de la correction bolométrique des rayons X. Shira et ses collaborateurs montrent que l'évolution déduite est systématique et elle reste robuste pour tous les modèles complémentaires qui ont été utilisés dans leur étude. Et les observations privilégient le modèle de leur analyse où la pente et la normalisation de la corrélation dépendent du décalage vers le rouge. Alors bien sûr, des observations plus profondes en rayons X et UV seront néanmoins nécessaires pour confirmer ces tendances en étendant l'analyse à des quasars plus faibles. Et enfin, la taille de l'échantillon a permis aux chercheurs d'étudier les dépendances potentielles de la corrélation vis-à-vis des propriétés physiques des quasars. Et ils n'ont trouvé aucune preuve d'une dépendance à la masse du trou noir. Et ils ont aussi mené une analyse détaillée de la dépendance de la corrélation à la puissance d'accrétion, qui est paramétrée par le rapport d'Eddington, tel que prédite par plusieurs modèles d'accrétion récents. Leurs résultats indiquent que cette dépendance est faible. Alors inversement, Shira et ses collaborateurs proposent que des modèles physiques robustes, associés à de grands échantillons, comme celui présenté ici, soient utilisés pour évaluer les incertitudes systématiques sur les paramètres physiques des trous noirs, tels que les estimations de la masse virielle des trous noirs. L'ensemble des relevés du ciel entiers qui ont été effectués par eROSITA permettra bientôt aux astronomes d'explorer des quasars encore plus faibles et plus distants. Les analyses futures exploitant ces données, ainsi que les relevés de rayons X et multilongueurs d'onde de nouvelle génération, permettront de déterminer si l'évolution observée reflète un véritable changement physique ou simplement des effets de sélection. Ces études permettront de mieux comprendre comment les trous noirs supermassifs alimentent les objets les plus lumineux de l'univers et comment leur comportement a évolué au cours du temps cosmique. L'universalité de la relation entre les rayons ultraviolets et les rayons X sous-tend certaines méthodes qui utilisent les quasars comme des chandelles standards pour mesurer la géométrie de l'univers et à terme sonder la nature de la matière noire et de l'énergie sombre. Donc ce nouveau résultat souligne la nécessité de la prudence, démontrant que l'hypothèse d'une structure immuable des trous noirs au cours du temps cosmique doit être rigoureusement réexaminée. L'article de Maria Shira et ses collaborateurs est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 11 décembre 2025, c'était le volume 545, c'était il y a 3 jours. Et il s'intitule « Une revisite de la relation rayon X UV des quasars à l'ère des relevés de ciel entier ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Hein. Allez, salut. Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences. Et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Elle est de la base même du véritable savoir humain. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous.
Le 18 août 2025, la collaboration LIGO-Virgo-CaGRA a détecté des ondes gravitationnelles issues de la fusion d'un système binaire d'étoiles à neutrons, mais en dessous du seuil de masse classique. Au moins une des étoiles à neutrons avait une masse inférieure à celle du Soleil. Et puis le Zwicky Transition Facility a cartographié la localisation approximative de cet événement et a découvert une source transitoire coïncidant spatialement et temporellement avec le déclenchement des ondes gravitationnelles. La première semaine de suivi a révélé des propriétés similaires à celles d'une kilonova de type GW 170817. Mais les suivis ultérieurs suggèrent des propriétés plus proches de celles d'une jeune supernova de type 2B à enveloppe dépouillée. Une analyse approfondie montre qu'il pourrait s'agir en fait des deux dans un nouveau processus qu'on appelle une super kilonova. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters. Alors rappelons que le phénomène de kilonova est associé à la fusion de deux étoiles à neutrons, qui produit une explosion riche en création d'éléments lourds. Et une étoile à neutrons est le résidu d'une supernova, à effondrement de cœur, de type 2. Mais il existe aussi des modèles théoriques qui prédisent que dans certaines conditions, une étoile massive qui s'effondre gravitationnellement peut former non pas une étoile à neutrons, mais deux, ou même plus. Il faut pour cela que l'étoile massive soit en rotation très rapide. Il existe deux variantes. Soit un disque d'accrétion se forme juste avant l'explosion proprement dite, à cause de la grande vitesse de rotation, et puis se fragmente jusqu'à former une ou plusieurs petites étoiles à neutrons, ou bien le cœur de l'étoile massive fissionne sous l'effet de la rotation lors de l'effondrement, formant alors deux étoiles à neutrons au lieu d'une dans la supernova. Le résultat est le même. À l'issue de la supernova, il reste au moins deux étoiles à neutrons très proches l'une de l'autre qui se tournent autour à grande vitesse et se rapprochent très vite. On connaît la suite. Elles devraient très vite fusionner et donc produire une kilonova, en plus de la supernova qui a eu lieu quelques heures auparavant. Un tel phénomène a été envisagé théoriquement, mais n'a jamais été observé. Mansi Kaslivar de Caltech et ses collaborateurs sont parvenus à cette conclusion pour AT 2025 ULZ qui a été détecté le 18 août, quelques heures après l'alerte donnée par les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Le Zwicky Transition Facility, le ZTF, qui est une caméra installée à l'observatoire Palomar, a été le premier à localiser un objet rouge s'estompant rapidement, situé à 1,3 milliard d'années-lumière et localisé dans la même région que la source d'ondes gravitationnelles S250818K. L'événement, initialement nommé ZTF 25 ABJMNPS, a ensuite été renommé AT 2025 ULZ par le serveur de nom de phénomènes transitoires de l'UAI. Une douzaine d'autres télescopes ont été braqués alors sur la cible pour en apprendre davantage, notamment l'observatoire Keck à Hawaï, le télescope Fraunhofer de l'observatoire Wendelstein en Allemagne et un ensemble de télescopes à travers le monde du programme GROWTH, le Global Relay of Observatories Watching Transient Happen, qui est dirigé donc par Kaslival. Les observations ont confirmé que l'éruption lumineuse s'était rapidement estompée et avait émis une lueur rouge, tout comme GW 170817, 8 ans auparavant. Dans le cas de la kilonova emblématique GW 170817, les couleurs rouges provenaient d'éléments lourds comme l'or par exemple, créés lors de la fusion par les flux intenses de neutrons. Ces atomes possèdent davantage de niveaux d'énergie électronique que les éléments plus légers, bloquant ainsi la lumière bleue tout en laissant passer la lumière rouge. Alors quelques jours après l'explosion, AT 2025 ULZ a recommencé à briller, cette fois avec une teinte plus bleue, et a révélé la présence d'hydrogène dans son spectre. Autant de signes d'une supernova, et non d'une kilonova.
plus précisément d'une supernova à effondrement de cœur et enveloppe dépouillée. Mais on ne s'attend généralement pas à ce que les supernovas provenant de galaxies lointaines génèrent suffisamment d'ondes gravitationnelles pour être détectables par LIGO et Virgo, contrairement aux kilonovas. Alors bien qu'AT 2025 ULZ ne ressemble pas tout à fait à la kilonova classique GW 170817, elle ne présente pas non plus les caractéristiques spectrales d'une supernova ordinaire. De plus, les données d'ondes gravitationnelles de LIGO et Virgo ont révélé qu'au moins une des étoiles à neutrons impliquées dans la fusion avait une masse inférieure à une masse solaire, suggérant ainsi que deux petites étoiles à neutrons auraient pu fusionner pour former une kilonova. Lors de l'éjection de métaux lourds, la kilonova aurait initialement émis une lumière rouge, donc observée par ZTF et d'autres télescopes. Et puis l'expansion des débris issus de l'explosion antérieure de la supernova aurait ensuite masqué la kilonova aux astronomes. Alors en principe, des étoiles à neutrons stables peuvent exister et atteindre une masse aussi faible que 0,1 masse solaire. Mais la formation d'une étoile à neutrons de masse inférieure à une masse solaire, ça représente un défi majeur pour l'évolution stellaire. Des simulations détaillées de l'effondrement du cœur et de l'explosion en supernova d'étoiles massives à rotation lente prévoient une limite inférieure robuste à la masse d'une étoile à neutrons qui est de 1,2 masse solaire. Une limite inférieure similaire, d'ailleurs, s'applique aux masses des étoiles à neutrons qui sont formées par l'effondrement induit par accrétion d'une naine blanche. La seule solution pour former une étoile à neutrons de masse inférieure à celle du Soleil, c'est d'identifier un environnement riche en neutrons, car la masse de Chandrasekhar est proportionnelle au carré de la fraction d'électrons. Un tel environnement gravitationnel riche en neutrons est possible immédiatement après l'effondrement d'une étoile en rotation rapide. La fission du cœur d'une étoile en effondrement en deux étoiles à neutrons au lieu d'une seule a été théorisée il y a 40 ans par Durizen et Tolin, c'était en 85, puis confirmée par Imsenik et Popov en 98, et aussi plus tard par Davis et collaborateurs en 2002, puis Postnov et collaborateurs en 2016. La condition nécessaire est une très grande vitesse de rotation de l'étoile massive. Par ailleurs, il a également été proposé que si l'enveloppe stellaire possède un moment angulaire suffisant, elle pourrait former initialement un disque de matière maintenu en suspension par la force centrifuge plutôt que de s'accréter directement sur l'objet compact central. La production d'un disque d'accrétion massif et instable qui se fragmente puis s'effondre pour former une étoile à neutrons suite à un refroidissement par neutrinos incontrôlé ou bien à la dissociation de particules alpha a quant à elle été théorisée par Pirot et Pfall en 2007, puis par Metzger et collaborateurs en 2024 et encore récemment par Lerner et collaborateurs en 2025. Ce processus est qualitativement similaire au mécanisme qui est proposé pour la formation de planètes dans les disques protoplanétaires, ou bien d'étoiles dans les disques de noyaux actifs de galaxies. Et si le disque s'enrichit en neutrons suite à la capture d'électrons par des protons, la limite inférieure de masse de Chandrasekhar pourrait permettre la formation d'étoiles à neutrons de masse inférieure à celle du Soleil, comme l'ont montré Metzger et collaborateurs en 2024. Ce phénomène a récemment été illustré d'ailleurs par Chen et Metzger en 2025 à l'aide de simulations hydrodynamiques. Ces auteurs ont constaté que la fragmentation en un spectre d'objets de masse comprise entre 0,01 et 1 masse solaire est observée pour les disques à taux d'accrétion élevé. Si le disque se fragmente en plusieurs étoiles à neutrons, ces corps peuvent s'apparier en binaire serré, soit par fission à partir d'un unique amas en effondrement, soit par friction due à l'entraînement des gaz. Et si plusieurs étoiles à neutrons se forment par ce processus, la coalescence ultérieure de ces étoiles à neutrons binaires
possiblement après un délai de quelques minutes à quelques heures suivant l'effondrement, eh bien, elle constitue donc une source potentielle d'émission d'ondes gravitationnelles en quasi-coïncidence avec la supernova. Et si le disque se fragmente en une seule étoile à neutrons subsolaire, eh bien celle-ci fusionnera peu de temps après avec l'étoile à neutrons centrale, c'est-à-dire celle issue de la supernova, qui est d'une masse ordinaire. Ou bien même un trou noir de faible masse, qui serait créé par l'effondrement du cœur, ce qui crée donc un seul signal d'onde gravitationnelle. Mansi Kasliwal et ses collaborateurs penchent plus vers la solution d'une telle fragmentation au sein du disque d'accrétion, plutôt que celle de la fission directe du cœur de l'étoile massive lors de la supernova. Selon eux, un indice fort, c'est la faible masse de S250818K, déterminée par la méthode du Chirp, qui laisse entrevoir la possibilité d'observer la fusion d'une ou deux étoiles à neutrons subsolaires, soit entre elles, ou soit avec l'objet compact central résiduel de l'explosion. Deuxièmement, la similarité de AT 2025 ULZ avec les supernovas à enveloppe dépouillée suggère que l'étoile progénitrice a pu interagir dans un système binaire, ce qui lui aurait conféré un moment angulaire suffisant pour former un disque d'accrétion susceptible de se fragmenter lors de son effondrement. Il précise que les mécanismes d'accélération de la rotation des cœurs d'étoiles massives au stade tardif de leur évolution peuvent être très divers et dans certains cas peuvent concerner des progénitrices contenant des quantités modérées d'hydrogène et d'hélium. Par exemple, une fusion stellaire survenant peu avant l'effondrement du cœur pourrait à la fois accélérer sa rotation et donner naissance à une supernova de type 2b. Troisièmement, selon les auteurs, l'évolution inhabituelle de la couleur pourrait indiquer le mélange d'une faible quantité d'éléments du processus R, c'est-à-dire la nucléosynthèse par enrichissement rapide de neutrons, contribuant à l'opacité pendant un certain temps, jusqu'à ce que le nickel devienne dominant. Quatrièmement, les chercheurs mentionnent que l'environnement local de la formation stellaire active de la galaxie haute de AT 2025 ULZ, c'est un lieu propice à de tels événements d'effondrement de cœur. Alors bien sûr, l'étude de cette super kilonova candidate n'est pas finie. L'établissement d'une association plus solide entre le signal gravitationnel S250818K et le transitoire optique AT 2025 ULZ nécessite une modélisation théorique plus détaillée et aussi des observations tardives et sensibles. Le suivi tardif de la courbe de lumière, c'est-à-dire en ce moment, pourrait notamment être comparé à l'échauffement qui est attendu par le nickel 56. La spectroscopie dans l'infrarouge, en particulier avec le télescope Webb, permettrait en outre de contraindre directement la composition des éjectats. La forte densité du milieu environnant dans les régions de formation stellaire active pourrait aussi faciliter les détections radio tardives. Des données radio et X supplémentaires permettraient par exemple de déterminer l'existence ou non d'une composante relativiste non thermique tardive, c'est-à-dire un G. Si le disque d'accrétion ou les fusions d'étoiles au sein du disque alimentent des G relativistes, eh bien ça pourrait conférer une asymétrie à l'explosion de la supernova le long de l'axe de rotation et créer une rémanence non thermique si le G parvient à traverser l'enveloppe éjectée de l'étoile. En revanche, une enveloppe plus large pourrait étouffer tout G alimenté par accrétion, rendant les signatures du moteur central moins apparentes que dans les sursauts gamma traditionnels. Alors bien que les détections radio et X tardives corroborent cette hypothèse, leur absence ne l'exclut pas non plus. La preuve la plus convaincante de ce modèle serait sans doute la présence dans la signature des ondes gravitationnelles de signes de fusion multiples. Par exemple, la fusion d'étoiles à neutrons subsolaires suivie de la fusion d'une étoile à neutrons avec un trou noir. Une telle double fusion n'est attendue dans le cadre du modèle de la superkilonova que si le disque d'accrétion s'est fragmenté pour former plusieurs étoiles à neutrons subsolaires.
En revanche, elle n'est pas attendue si le cœur en effondrement s'est fissionné directement en deux étoiles à neutrons qui ont ensuite fusionné, ou bien si la fragmentation a formé une seule étoile à neutrons subsolaire qui a fusionné ensuite avec une étoile à neutrons centrale. À l'avenir, de nombreuses méthodes permettront de vérifier la validité de cette potentielle signature de superkilonova. Grâce aux futurs interféromètres à ondes gravitationnelles plus sensibles, on devrait pouvoir observer un nombre bien plus important de détections de fusion d'étoiles à neutrons binaires subsolaires, avec une signification statistique accrue et une meilleure localisation, bien sûr. Et puis la recherche d'une signature similaire à celle d'une supernova, à enveloppe dépouillée et à effondrement de cœur, devrait être aisée maintenant, même à des distances considérables, grâce à la prochaine génération de télescopes comme l'observatoire Vera Rubin, ou bien le télescope spatial Raman, ou encore le satellite UVEX. Tout phénomène transitoire ressemblant à une jeune supernova à enveloppe dépouillée coïncidant avec la fusion d'étoiles à neutrons subsolaires ou la fusion d'une étoile à neutrons et d'un trou noir devrait en tout cas faire l'objet d'un suivi approfondi à toutes les longueurs d'onde. Une modélisation théorique plus détaillée des superkilonovas, notamment des prédictions de courbes de lumière et de spectres, permettrait aussi aux observateurs d'optimiser leurs observations de suivi. Lorsque GW170817 s'est produite à une distance relativement proche, la preuve de l'association multimessager était flagrante, la distinction entre une kilonova et une supernova étant alors très nette. Mais comme c'est le cas ici, les futurs événements à multimessager pourraient être différents de GW170817 et se produiront probablement beaucoup plus loin en présentant des similitudes avec les supernovas. Et aujourd'hui, nous avons donc l'opportunité de discerner une véritable symphonie à multimessager. Une supernova à effondrement de cœur associée à une fusion d'étoiles à neutrons, voire deux fusions quasi simultanées pouvant impliquer également un trou noir, c'est-à-dire une superkilonova. L'article de Mansi Kaslivar et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 995, qui date du 15 décembre 2025. Il s'intitule AT 2025 ULZ et S250818K, une superkilonova candidate à partir d'un déclenchement d'ondes gravitationnelles de type subsolaire. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut. Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences, et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Et elle est de la base même du véritable savoir humain. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe de chercheurs vient de caractériser l'épaisseur de la glace et la structure du sous-sol d'Europe, la petite lune de Jupiter. Et ça grâce au radiomètre micro-ondes de la sonde Juno. Alors qu'on estimait auparavant que cette croûte de glace surplombant un océan liquide faisait entre 3 et 30 km, eh bien la valeur trouvée aujourd'hui est dans la fourchette haute, 29 plus ou moins 10 km. Mais il y aurait des fissures de plusieurs centaines de mètres de profondeur. L'étude est publiée dans Nature Astronomy. Europe est aujourd'hui l'une des cibles prioritaires de l'astrobiologie dans le système solaire, du fait de l'existence avérée de son océan liquide salé et de sa relative proximité de la Terre. Ouais, Jupiter, c'est pas très loin. Les observations de la sonde Galileo avaient révélé de vastes zones de fragmentation de la glace, donc avec un terrain chaotique, qui suggérait la présence de fissures, de failles, de pores ou de bulles sous la surface. Si elles persistent, ces fissures pourraient favoriser l'habitabilité
en facilitant le transport de nutriments entre la surface et l'océan. Steven Levin du JPL de la NASA et ses collaborateurs ont étudié la surface et donc la subsurface d'Europe avec la sonde Juno qui orbite toujours avec panache la grande Jupiter en survolant de temps en temps ses satellites les plus intéressants comme Io, Ganymède ou Europe. La sonde Juno est en orbite polaire autour de Jupiter depuis 2016, stabilisée par rotation sur elle-même à une vitesse de 2 tours par minute, ce qui lui donne une certaine élégance. Le 29 septembre 2022, elle a survolé Europe à une altitude de 360 km seulement. Alors, on l'a dit, Europe, c'est une cible prioritaire pour les planétologues, mais ça depuis plus de 40 ans déjà, avec un intérêt pour sa potentielle habitabilité qui s'est considérablement accru lorsque les mesures de la sonde Galileo ont révélé la présence d'un océan d'eau salée et conductrice sous la croûte de glace, ainsi que des fractures dans la glace de surface. Lors du survol d'Europe par Juno, son radiomètre à micro-ondes, qu'on appelle le MWR, qui a été conçu initialement pour observer l'atmosphère profonde de Jupiter, a fourni des mesures spatialement résolues des températures de brillance, et ça à différentes profondeurs de la croûte de glace d'Europe. MWR, c'est un ensemble de 6 radiomètres qui fonctionnent à 0,6 GHz, 1,2 GHz, 2,6 GHz, 5,2, 10 et 22 GHz. Lors du survol d'Europe, MWR a permis donc de cartographier les émissions thermiques émanant de la croûte de glace à des profondeurs allant de quelques mètres avec le radiomètre à 22 GHz et jusqu'à plusieurs kilomètres avec celui à 0,6 GHz. Ces observations de la température de la glace en fonction de la profondeur mettent en évidence une diffusion dépendant de la fréquence au sein de la glace et elles contraignent ainsi l'épaisseur de la croûte de glace ainsi que la taille et la profondeur des sources de réflexion qui sont observées. L'ensemble de données comprend 129 mesures dans chacun des 6 canaux de MWR obtenues à partir de 4 rotations consécutives de la sonde. Les 6 cartes de MWR obtenues couvrent les latitudes comprises entre 10 degrés sud à 30 degrés nord et les longitudes de 60 degrés ouest à 40 degrés est. MWR a mesuré la température avec une précision absolue supérieure à 2%. Les observations infrarouges indiquent par ailleurs que la région qui est observée à la surface d'Europe présente des températures comprises entre 90 et 110 Kelvin, avec une variation diurne d'environ 20 Kelvin. Bien que la surface d'Europe soit principalement composée de glace d'eau, on y trouve des traces de sel et d'autres matériaux non glacés, peut-être des composés soufrés, de la glace de CO2 ou peut-être même des molécules organiques ou des matériaux rocheux. La morphologie de surface et les mesures du champ magnétique suggèrent la présence d'un océan souterrain. Avant Juno, les estimations de l'épaisseur de la calotte glaciaire étaient imprécises, oscillant entre 3 km seulement et 45 km environ. La présence d'un océan d'eau sous la calotte glaciaire impose une contrainte sur le gradient de température verticale. L'interface océan-glace doit être à environ 270 Kelvin. Une couche de glace convective pourrait exister entre l'océan et la croûte de glace conductrice. Les mesures de gradient de température verticale permettent donc d'estimer l'épaisseur de la partie conductrice de la croûte de glace, une éventuelle couche convective s'ajoutant à l'épaisseur totale. On suppose en outre qu'une couche de régolithe de glace d'une profondeur variant de quelques mètres à 1 km contient des fractures et des cavités pouvant atteindre 75 cm de diamètre. L'épaisseur de la croûte de glace et la nature du régolithe limitent les possibilités de communication, bien sûr, entre la surface et l'océan,
influençant donc les théories sur l'habitabilité d'Europe. Alors l'analyse de Levin et ses collaborateurs révèle la présence d'une couche de glace conductrice d'une épaisseur de 29 plus ou moins 10 km, en supposant une glace d'eau pure et l'absence de couche de glace convective. L'estimation de l'épaisseur de cette couche dépend crucialement du gradient thermique induit par les différences mesurées entre les canaux à 0,6 GHz et 1,2 GHz. Les impuretés présentes dans la glace, telles que les sels ou d'autres substances, augmenteraient l'opacité au micro-ondes, réduisant donc potentiellement la profondeur sondée par tous les canaux et par conséquent la différence de profondeur entre les canaux à 0,6 GHz et 1,2 GHz, avec un effet approximativement proportionnel sur l'estimation de l'épaisseur de la couche de glace. Afin de déterminer l'importance de ce phénomène, les chercheurs utilisent la théorie du milieu effectif pour estimer l'effet de la salinité sous forme d'inclusion et alternativement, ils estiment l'effet du sel dissous dans le réseau cristallin de la glace en ajustant la partie imaginaire de la constante diélectrique pour tenir compte de la contribution du chlore à la conductivité. Une glace marine présentant une salinité d'environ 2,3 mg par kilo, comme suggéré par Blankenship et collaborateurs, n'a que très peu d'effet sur l'analyse de Levin et ses collègues. Par contre, une salinité de la calotte glaciaire de 15 mg par kilogramme, qui avait été estimée par Steinbrugge et ses collaborateurs, si elle était globale, réduirait la profondeur de sondage à 0,6 GHz d'environ 17%, ce qui fait environ 5 km. Et ça, c'est si les ions sont dissous dans le réseau cristallin de la glace. Et ça ferait environ 4% s'ils sont présents sous forme d'inclusion. Donc ces différences sont inférieures à l'incertitude qu'obtiennent Levin et ses collaborateurs. Ils précisent d'ailleurs que des niveaux de salinité plus élevés, ainsi qu'une dépendance de leur effet sur l'opacité à la température, pourraient avoir un impact plus important, bien que certains sels de sulfate hydraté aient peu d'effet sur l'atténuation des micro-ondes. Alors pour affecter les basses fréquences et diminuer l'estimation de l'épaisseur de la couche de glace conductrice, les impuretés devraient être suffisamment répandues pour impacter la majeure partie des données de MWR et suffisamment profondes pour modifier sensiblement la contribution du canal à 0,6 GHz. La modélisation présentée ici, qui suppose une glace pure, prédit une contribution de 50% au canal de 0,6 GHz à 14 km de profondeur. Les impuretés induisant une dépendance différente à la température de la glace modifieraient également la concordance entre les données et le modèle en changeant la pente modélisée. Alors bien sûr, une analyse plus poussée de cet effet pourrait permettre de mieux contraindre le degré d'impureté et par conséquent les propriétés de la couche de glace. En tout cas, l'estimation de l'épaisseur de la croûte de glace d'Europe se situe dans la partie supérieure des estimations publiées précédemment, mais elle reste physiquement plausible. Le flux de chaleur dans le modèle de Levin et ses collaborateurs, correspondant à une croûte conductrice de 19 à 39 km d'épaisseur, varie de 15 mW par mètre carré à 35 mW par mètre carré. Ce flux de chaleur est supérieur à celui qui est attendu pour une contribution radiogénique chondritique seule, qui vaut environ 10 mW par mètre carré. Et il est cohérent avec les estimations prenant en compte le chauffage par effet de marée dans la croûte de glace d'Europe. Les modèles de dissipation des marées prévoient également des variations importantes de l'épaisseur de la croûte de glace en fonction de la latitude et de la longitude. Des variations que le modèle de Levin et ses collaborateurs ne prend pas en compte. Mais aucune preuve topographique isostatique n'a confirmé à ce jour cette variation d'épaisseur prédite, et il a été avancé que le transport de chaleur océanique pourrait quasiment éliminer ces variations d'épaisseur de la croûte d'Europe.
Les planétologues constatent également que le régolithe présente une distribution de diffuseurs dont la densité diminue avec la puissance quatrième de la taille des pores et avec une hauteur d'échelle d'environ 220 mètres. Ils interprètent ces centres diffuseurs comme des pores dans la glace. P-O-R-E, hein, oui, pas P-O-R-T. Hein. Mais il n'exclut pas la possibilité qu'il s'agisse de fissures ou d'inclusions salines qui donneraient des résultats similaires. Si la glace est suffisamment impure pour être sensiblement plus opaque que la glace pure, alors la distribution verticale des diffuseurs doit être moins profonde. La variation latérale des diffuseurs s'étend sur au moins quelques mètres de profondeur, mais n'est pas observée dans les canaux les plus profonds. Pour les chercheurs, en raison de leur faible fraction volumique, de leur faible profondeur par rapport à celle de l'océan et de leur petite taille, les pores, vides ou fractures qui ont été mis en évidence par ces résultats ne constitueraient probablement pas à eux seuls une voie d'apport de nutriments à l'océan, ni un moyen de communication entre l'océan et la surface. Alors, les données qui ont été exploitées ici n'excluent pas d'autres sources liées aux régions actives ou aux impacts sur Europe, ni d'ailleurs la possibilité que les pores les plus fins, indétectables par les fréquences de sondage les plus profondes de MWR, ne décroissent pas de façon exponentielle mais se prolongent en profondeur. Pour conclure, les chercheurs rappellent que ces résultats se limitent aux terrains qui ont été observés et qu'une cartographie plus poussée de la surface d'Europe, par radiométrie ou radar, pourrait révéler des régions où la couche de glace est plus mince ou même plus épaisse, ou encore présenter des variations de régolithes non observées à ce jour. L'article de Stephen Levin et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 17 décembre 2025 et il porte le titre L'épaisseur de la glace d'Europe et la structure de la subsurface caractérisée par le radiomètre micro-ondes de la sonde Juno. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Et on se retrouve l'année prochaine. Hein. Allez, salut!